Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour tenter de vous aider à choisir entre le retour d'une chauve-souris mythique de DC Comics, pour ne pas la nommer, et un film britannique tout droit en route vers les Oscars 2022, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, The Batman et Belfast. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur le Batman de Matt Reeves, mais également Belfast de Kenneth Branagh en route pour les Oscars. Donc voilà, l'idée ça va être évidemment pour ce lequel choisir numéro 3, eh bien, de vous aider à faire votre choix justement entre ces deux films, puisque le prix du billet de cinéma, comme vous le savez, eh bien, augmente chaque année. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se dire, bah voilà, celui-là, faut pas que je le loupe en salle. C'est voilà l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Et je commence tout de suite par The Batman de Matt Reeves. Le Batman tant attendu et qui avait été bousculé maintes et maintes fois. Alors il n'y a pas que le Covid bien sûr, mais voilà, il y avait aussi le départ de Ben Affleck, comme vous le savez. Ben Affleck devait donc reprendre son rôle de Batman et se diriger lui-même. C'est vrai que Ben Affleck voilà, est un cinéaste solide aussi, donc ça aurait pu tout à fait être intéressant. Mais le projet est finalement tombé entre les mains de Matt Reeves, à qui l'on doit Cloverfield, avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, Batman, avec Zoé Kravitz également dans le rôle de Catwoman. Nous avons également Andy Serkis dans le rôle d'Alfred, qui était donc autrefois, vous le savez, interprété par Michael Caine dans la saga Dark Knight de Nolan. Et nous avons également Paul Dano dans le rôle du Riddler, Sphinx, Homme Mystère, voilà, autant de noms pour désigner bien, ce méchant. Voilà donc une atmosphère beaucoup plus sombre, alors par la force des choses, puisque le film se passe quasiment toujours la nuit, j'ai l'impression, enfin de mémoire, et sous la pluie. C'est-à-dire qu'on est constamment dans le noir, sous la pluie. Bon voilà, donc l'ambiance est par le fait, évidemment, eh bien sombre, bon voilà, par la force des choses, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le film se donne un peu un style un peu, comment dirais-je, un peu grunge, un peu rebelle, un peu punk, je sais pas, avec ce côté où on a du Nirvana en fond. Robert Pattinson d'ailleurs a dit qu'il s'était inspiré aussi de Kurt Cobain, voilà, pour son interprétation de Batman, et puis d'un autre, je sais plus, c'était un acteur il me semble, mais voilà, il a composé en tout cas avec ce style un peu emo, on peut dire ça comme ça. Voilà, et qui, voilà, donc, bon, pourquoi pas, honnêtement, moi, je suis pas forcément contre cette idée. Alors, c'est vrai que au départ, j'étais assez séduit, les 10 premières minutes, 15 premières minutes, j'étais totalement séduit par le film. Alors, on avait cette voix off qui se donnait un peu un air sérieux, tout ça, avec des grandes phrases, bon... Voilà, je me disais pourquoi pas, c'est une autre manière avec la voix off d'appréhender Gotham City dans un premier temps, d'instaurer en fait un décor, bien sûr, qui n'est pas du tout la même façon que Nolan l'avait fait à l'origine, dans Batman Begins, ou même Burton dans son premier Batman, bien entendu, en 89. Donc voilà, donc l'idée... Ici, c'est vraiment de narrer un peu comme ça un personnage tourmenté, un petit peu, vous voyez, c'est l'aspect un petit peu plus psychologique, on va dire, eh bien, de ce Batman. Alors, pas autant que ce petit bijou, voilà, pas autant, bien entendu. Alors, c'est ça, vous allez voir, dans ma critique, c'est ça un peu que je déplore, c'est-à-dire qu'on a bien compris qu'en fait, ce film voulait réunir les fans du Joker de Todd Phillips et puis également les fans de Dark Knight. J'ai l'impression que c'est un peu l'idée de faire un mix entre le thriller psychologique et en même temps le film un peu d'action, voilà, assez rythmé, etc. Voilà, avec un montage assez soutenu. Donc voilà, là, voilà, on sent très bien que le projet de Warner, c'était de réunir un peu les deux types de publics. Alors évidemment, je me souviens d'ailleurs dans la salle, il y avait quelqu'un derrière moi qui disait qu'il essayait d'expliquer à ses parents, voilà, c'était une fille qui essayait d'expliquer à ses parents en fait pourquoi ce film est très attendu. C'est parce qu'en fait, elle disait voilà, depuis Joker, c'est vrai que le film de super-héros avait, voilà, avait retrouvé, on va dire, des lettres de noblesse, en tout cas avait changé de visage ou avait quelque chose de singulier, quelque chose avec une vraie prise de risque et de l'audace. Bon, voilà.
voilà, elle l'a dit autrement, mais elle expliquait à ses parents pourquoi, en fait, voilà, il faut... Pourquoi, en fait, ils étaient étonnés que la salle était complète, voilà. Voilà. Donc quand j'entendais ça, je dis oui, tout à fait, et cette fille a raison. C'est-à-dire que je me faisais la même réflexion, c'est-à-dire que c'est parce qu'effectivement, il y a eu Joker, on va être honnête. Il y a eu Joker, et donc là on s'est dit, tiens, c'est un Joker, mais en même temps, il y a l'air d'avoir quand même, sur ces 3 heures, des scènes d'action assez riches, visuellement intéressantes, bien découpées. Il y avait un premier extrait hein, qui était assez long, c'était la scène notamment donc, des funérailles du maire, hein, vous verrez. Qui était disponible sur YouTube justement par Warner, hein, qui avait voilà sur les 3 heures de film, ils étaient capables de montrer des extraits assez longs hein, pour vendre le film, et c'est vrai que j'étais halluciné par le découpage technique des séquences. Donc c'est vrai que voilà, visuellement, en termes de mise en scène, en termes d'image, tout ça, tout est vraiment singulier de la part de Matt Reeves. Hein. Il a même utilisé, vous savez, des écrans LED. Alors ça, c'est assez nouveau dans le cinéma. C'est vrai que c'est voilà, c'est une technologie qu'on utilise de plus en plus, le LED. Et là, voilà, on fait des écrans LED carrément pour remplacer les fonds verts. Parce que c'est vrai que les fonds verts, il y en a à foison dans les productions hollywoodiennes, hein, ou des fonds bleus, c'est pareil. Hein. L'idée d'incruster évidemment des images, vous connaissez ce procédé, hein, ça évite de construire des décors réels. Alors là, il faut le savoir, justement, il y a eu 90% de décors construits sur ce film, hein, d'ailleurs dans les mêmes studios anglais que pour la saga Harry Potter, hein, donc il faut le savoir, hein, 90% quand même c'est beaucoup, et puis le reste évidemment avec ces écrans LED, voilà, que Matt Reeves voilà, avait envie de tester, hein, voilà, c'est une technologie vraiment d'essayer de faire croire en fait à de la perspective avec des images projetées en LED, et puis ça aide les acteurs, c'est ce que me disait, enfin, c'est ce que me disait, non, c'est ce que je lisais, pardon, Zoé Kravitz ne m'a pas parlé, mais c'est ce que je lisais dans des interviews, en fait, où Zoé Kravitz expliquait justement que ça permettait aux acteurs, justement, de pouvoir jouer devant des décors, au lieu de les imaginer devant un fond bleu, un fond vert, justement de pouvoir les voir, les visualiser, et de se mettre dans l'ambiance, et que ça les aidait vraiment, parce qu'ils avaient peut-être aussi ils étaient plus inhibés, en fait, face à la caméra, parce que justement, ils avaient les décors, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être dans l'ambiance, et c'est vrai que de plus en plus, les acteurs ne sont pas vraiment aidés, hein, évidemment, à être sur des marquages au sol, des fonds bleus, etc. Et à imaginer tout un tas de trucs avec un réalisateur qui dit bah là tu imagines ça, là tu dois imaginer ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué comme processus. Bon voilà, tout le monde ne vient pas du milieu du théâtre, où évidemment il y a beaucoup de choses à imaginer, etc. Donc il y a des acteurs qui ont peut-être besoin aussi de se nourrir du décor, voilà, en plus de se nourrir du jeu de son interlocuteur en fait. Donc voilà. Donc voilà, moi je trouve qu'en voilà, en termes de travail, ça c'est sûr, visuel, c'est vraiment intéressant. En termes de placement de caméra sur Batman justement, on pourrait dire voilà, une caméra embarquée sur Batman comme ça, il y a des très très beaux plans à ce niveau-là, de chute libre, etc. Donc c'est assez impressionnant. La scène de course-poursuite avec le pingouin, interprété par Colin Farrell, est aussi saisissante. Alors voilà, il y a une petite séquence où je me suis dit quand même, ça me rappelle une scène de Dark Knight, donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu le sentiment, pour ceux qui l'ont vu, de reconnaître une scène qui aurait été un peu pompée sur Dark Knight, parce que j'ai revu en plus Dark Knight, vous voyez, dans la semaine, hein, donc avant de faire cette vidéo, et c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, voilà, c'est exactement ce que je pensais, il y a un moment donné, il reprend, en fait, une courte séquence, vous verrez, hein, ça se passe pendant une course-poursuite, à la bon, non, je vais pas en dire plus, voilà, parce que je sais qu'après, dans les commentaires, vous avez raison, hein, vous me dites que j'ai tendance à spoiler, mais voilà, il y a des éléments, je trouve, qui ont été un peu pompés de ce côté-là. Et puis alors, pour le scénario, alors, ça, c'est ce qui m'a le plus agacé, si vous voulez, c'est que 3 heures avec un rythme lent sur une espèce de jeu de piste entre Seven et Die Hard 3, hein, vraiment c'est ça, c'est-à-dire avec ce Riddler, hein, cet homme mystère qui fait des jeux de piste comme ça, on a l'impression que c'est une journée en enfer, vous voyez. Et je dis pas que c'est mauvais bon, dans l'idée, mais bon, ça s'essouffle assez vite, en fait c'est ça le problème. Et de l'autre côté, le côté sombre à la Seven, c'est sympa 2 minutes, mais par contre l'enquête en elle-même, du coup, elle traînaille un peu, c'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un suspect numéro 1, suspect 2, suspect 3, témoignage, nanana, etc. Et puis tous les rebondissements, en fait, sont pas vraiment en direction du spectateur. C'est-à-dire que le spectateur ne se sent pas vraiment concerné
par ces enquêtes interminables. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le but, c'est d'aller retrouver le Riddler. Et donc, du coup, pendant tout ce temps-là, on vous montre toute une palette de personnages que si vous n'avez pas lu les comics, en fait, vous allez être un peu perdu. Alors, vous allez comprendre grosso modo que c'est la pègre de Gotham, etc. Et donc, du coup, il y a des trahisons, de la corruption, etc. Mais tout ça est très vite esquissé, c'est-à-dire que, voilà, scène numéro 1, tac, en fait, c'est pas lui, c'est lui l'informateur, l'informateur, finalement, ça, là, il y a un message crypté, etc. Donc, et en fait, c'est tout un truc comme ça, mais il y a beaucoup trop, en fait, enfin, pas de rebondissement, mais de séquences, en fait, d'enquêtes, qui sont beaucoup trop longues. Donc on passe beaucoup de temps à interroger les suspects, etc. Après, c'est beaucoup trop gourmand en fait, parce que même Matt Reeves, voilà, a envie de nous raconter aussi le lien avec les parents, parce que comme c'est pas vraiment, d'ailleurs c'est pas du tout une origin story de Batman, parce que ça fait déjà 2 ans, je crois, qu'il est en service dans Gotham, et donc on veut quand même nous resservir l'histoire des parents, ce qui est intéressant, parce que c'est dans des flashbacks, etc., donc ça peut être intéressant, mais du coup de lier ça en fait, avec une histoire déjà de base, l'intrigue de base, qui a déjà du mal, en fait, à être bien instaurée, je trouve que, voilà, au bout d'un moment, on se sent plus concerné, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de, allez, je dis quoi, allez, 3/4 d'heure, on décroche, en fait, c'est ça, 3/4 d'heure, 1 heure, on va être gentil, on commence à décrocher et à plus donner la chance à l'intrigue, en fait, parce que tout se passe parce que ça doit se passer. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas une espèce de suspense. On s'en fiche un peu, en fait, au bout d'un moment, on commence à se dire, bon, bah, quand est-ce que ça va un petit peu se réveiller, qu'il va y avoir un peu plus d'enjeux, des choses qui font que le spectateur peut lui aussi prendre part, en fait, à cette enquête, parce qu'à aucun moment on rattrape le spectateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient un peu un espèce d'exercice de style d'autosatisfaction, en fait, permanent, ce film, et qui fait que, bon... oui, certes, c'est très beau visuellement, il n'y a rien à dire, mais par contre, ouais, c'est dommage de ne pas rendre ça un peu plus humain, c'est-à-dire de rendre un petit peu une âme au film. Regardez par exemple dans Dark Knight, moi, en le revoyant, j'ai été frappé par exemple de voir que malgré... Je dis malgré parce que je ne suis pas forcément sensible à ce type de montage, mais malgré un montage qui vous fait un truc du style un peu, enfin, je vais un peu grossir le trait, mais comment dirais-je, travelling avant, en fait, sur tous les buildings. Ensuite, on est dans une pièce, des personnes discutent, on passe tout de suite à une scène d'action, après on a de nouveau un plan sur les buildings, on est ailleurs, il se passe quelque chose. Vous voyez, cette dynamique, en fait, du film fait que, voilà, c'est constamment avec le commissaire Gordon, interprété par Gary Oldman, hein, à l'origine. Eh bien, voilà, on a des séquences, voilà, avec les policiers qui essayent de traquer, avec tous les attentats en fait que le Joker met en place, etc. Eh bien, voilà, c'est une espèce de succession de scènes entre le Joker dans Dark Knight, hein, les policiers qui les traquent, les plans sur les buildings pour passer les transitions, vous voyez, et puis c'est un petit peu redondant dans la manière de monter et de narrer le film, et tout ça avec une musique en fait qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps de pause en fait dans ce film. Le film ne se pose, enfin peu souvent en fait. Mais malgré tout, dans Dark Knight, hein, parce qu'on va quand même pas se mentir, c'est une des plus belles réussites en fait de ce qui a été fait en termes d'adaptation sur Batman, après bien entendu Batman Returns, hein, enfin en tout cas pour ma part, qui reste vraiment hein, Batman le défi de Tim Burton, voilà la plus grande réussite parce qu'il y avait ce côté où on s'intéressait à la monstruosité, en fait, soit du héros, soit de l'ennemi, mais à chaque fois, il y a quelque chose de monstrueux. Le pingouin, c'était vraiment un pingouin. Je veux dire, il y avait quelque chose de, voilà, d'animal. C'est-à-dire que même pour Catwoman, hein, Michelle Pfeiffer, voilà, il y avait quelque chose de félin. En fait, vraiment, on sentait vraiment, elle était vraiment féline, quoi, dans ce film, quoi. Puis alors, les costumes jouaient là-dessus aussi. Alors évidemment, c'était beaucoup plus cartoonesque, évidemment, mais ça collait quelque part visuellement au BD, à la série d'animation des années 90 qui était absolument fabuleuse. Hein. Vous vous rappelez de ce thème de Danny Elfman? Bon bah là, le thème, excusez-moi, mais c'est un peu grosso modo le thème de Dark Vador, quoi. À 2 notes près, il suffit de répéter les 2 dernières notes et ça y est, on a le thème de Dark Vador, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, le thème de Dark Vador, Nirvana, constamment, pendant 3 heures, avec des types, en fait, enfin, avec un Batman qui essaye de vaguement d'interroger des types pour essayer d'avancer, puis à chaque fois, il trouve les énigmes en 2-2, et donc il n'y a même pas de suspense. Si vous voulez, c'est un peu gonflant, c'est-à-dire que c'est un peu redondant dans le procédé, hein, en fait. Hein. Donc je dis pas que le procédé est mauvais, mais c'est redondant, et du coup, les 3 heures, on les sent passer, quoi. Et rappelez-vous, hein, Dark Knight de Nolan, c'est quasiment 2h30 ou un peu plus de 2h30, je crois, je sais plus. Enfin, c'était un film aussi très long. Donc voilà, c'est pas une question
Vous voyez, même récemment, j'ai revu Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Écoutez, le film dure 4 heures, hein, et pourtant je ne m'ennuie absolument pas, quoi. C'est-à-dire que même après l'entracte, j'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi. Donc voilà, là c'est pas... Là, voilà, donc on peut faire des films longs, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a matière avec Batman à faire un film très long, mais je pense qu'ils ont été trop gourmands. Surtout si... Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on sent qu'il y a une envie de one-shot, c'est-à-dire de se dire que si le film ne marche pas, au moins il sera autonome, et ça c'est une très bonne chose, et là je ne veux rien dire sur Warner, hein, bien sûr, hein. C'est une très très bonne idée de la jouer comme ça, parce qu'on ne sait pas si ça va plaire au public, etc. Je comprends tout à fait, et c'est intéressant de la jouer comme ça. Le seul problème, c'est que du coup, ça fait un film de 3 heures, où on veut trop en dire, on est trop gourmand, on veut mettre trop d'éléments, trop de personnages, trop de sous-méchants, etc. On veut vraiment faire une espèce de film Batman un peu exhaustif, avec toute la pègre, etc. Et c'est pas forcément ce qui était le plus fin et le plus... Voilà, pour assurer un scénario qui se tient. Et voilà, je pense qu'il fallait être moins gourmand. Voilà, en gros. Grosso modo, c'est ça. Après, je dis pas, il y a quelque chose de nouveau qui se construit aujourd'hui, depuis les Nolan, évidemment, où on a changé un peu la manière de faire des films de super-héros, c'est-à-dire qu'en général, c'était exposition du plan du méchant, et ensuite voir comment le héros allait intercepter, eh bien, évidemment, cette attaque. Par exemple, vous voyez dans Dark Knight, à la fin, avec l'histoire des ferries, hein, alors je ne veux pas spoiler, mais j'imagine que tout le monde a vu ce désormais classique. L'histoire des ferries, c'était intéressant, parce que justement, il y avait donc ces otages, qui étaient ces civils, hein, qui étaient retenus sur ces bateaux, et le Joker, en fait, mettait un plan vicieux, c'est-à-dire, eh bien, les 2 ferries, devaient, évidemment, pour se sauver, eh bien, exécuter le voisin, quoi. Donc c'était terrible. Et là, on voyait d'ailleurs, c'était intéressant, parce que le vrai message humain du film, c'était que, eh bien, le Joker pensait que finalement l'humanité était tellement dégueulasse que ça servait à rien finalement d'être bon. Et là, d'un seul coup, il s'aperçoit que non, peut-être que les gens sont capables d'humanité, en fait, et que le monde n'est pas si pourri. Et donc, c'est intéressant, parce que c'est un questionnement sur le fait d'être méchant. Donc, il y a un côté moins manichéen, en fait, hein, dans les Nolan qui étaient auparavant, c'est-à-dire, voilà, une vraie réflexion sur le bien, le mal. Voilà, elle était quand même assez valable, hein, par rapport à d'autres productions hollywoodiennes, hein, qui étaient, beaucoup moins subtile, hein, beaucoup plus manichéenne. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Joker, il dit, voilà, en fait, les êtres humains, les habitants de Gotham sont capables d'humanité, quoi. Et là, il y croyait pas. En fait, dans sa noirceur, dans son aigreur, etc., il ne voyait pas finalement le monde tel qu'il il avait une version erronée, en fait, finalement, des individus. Batman, d'un côté, de l'autre côté, qui se sentait pas vraiment comme un héros, qui plutôt visait Harvey Dent, en fait, pour montrer que ça, c'est le vrai visage du héros de Gotham. Moi, je suis un personnage qui essaie finalement d'insuffler, comment dirais-je, un rétablissement de l'ordre dans Gotham, mais je ne suis qu'un intermédiaire, vous voyez. Tout ça était intéressant. Le problème, là, dans The Batman, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, le seul message, c'est la vengeance à utiliser, mais avec modération, vous voyez. Alors voilà, c'est ça qui me gonfle un peu, c'est-à-dire que surtout qu'il y a beaucoup de scènes comme ça. Vous avez en intro, notamment en intro, mais à d'autres moments du film, j'en dis pas plus, mais avec cette voix off qui vous raconte tout un tas de trucs avec Batman, on a l'impression qu'il écrit ses mémoires et qu'il en fait profiter les spectateurs, on s'en fiche un peu, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui m'ont un peu gêné. Par contre, je dois dire, hein, là-dessus, il n'y a rien à dire, mais il y a des séquences visuellement affolantes, très peu cutées, avec des très très beaux travelling, des très très beaux plans séquences, une manière de filmer qui fait qu'à chaque fois, on ne sort jamais du cadre quand des scènes de combat arrivent, hein, c'est-à-dire que les acteurs sont toujours dans le cadre, on suit l'action, c'est très propre, c'est très lisible, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une exigence cinématographique là-dessus, donc on peut rien dire là-dessus. Voilà, on peut rien dire, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que le scénario soit pas plus à la hauteur et qu'il ne puisse pas permettre aux spectateurs de savourer pleinement, en fait, cet exercice de style, parce que, voilà, on a quand même besoin d'avoir un minimum d'âme et d'humanité dans cette histoire. Alors, elle est un peu construite avec Zoé Kravitz, bien sûr, mais c'est un peu trop faible, en fait, c'est dommage, hein, cette relation naissante et tout, elle n'est pas très travaillée, écrite. Il y a en même temps la romance, et en même temps, vous vous rendez compte, l'intrigue, le truc, le sous-texte avec les parents, etc. Il y a beaucoup trop d'éléments, en fait. Voilà, encore une fois, c'est
un film trop gourmand, voilà. En vrai, voilà, au risque de me répéter, je pense que je vais en rester là. Voilà, après, il y a d'autres éléments, évidemment. Je sais pas ce que c'est que cette cagoule, cette demi-cagoule du dimanche, là, qu'ils ont donné à Catwoman, alors que le reste du costume est assez badass. Pourquoi voilà, ce masque, cette absence de masque, en fait, on a l'impression que c'est un masque en attendant, enfin, de répétition, en attendant que le vrai masque arrive, vous voyez, comme si le film n'était pas tout à fait fini. Donc voilà, je sais pas comment ils ont pu mettre un masque aussi lambda, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc c'est pas un masque de Catwoman, quoi. Donc il y a un souci. Voilà, donc il y a, voilà, je vous dis, il y a des... voilà. À part ça, franchement, sinon, c'est terrible à dire. Hein. C'est terrible à dire parce qu'il y a un vrai travail. Et d'ailleurs, les effets LED marchent vachement bien. Moi, je me souviens hein, d'avoir vu ce procédé de LED dans des magasins, notamment une boutique de parfums, dont je ne citerai pas le nom. Mais j'avais vu que voilà, s'il y avait un côté très immersif. Donc voilà, on sent vraiment que Matt Reeves essaie d'utiliser des techniques modernes, mais qui privilégie quand même des décors construits, voilà, avec une vraie idée d'un Gotham. On y croit quand même, je trouve. On comprend ce qu'il essaye de faire. Mais voilà, je pense qu'il fallait faire en sorte que le scénario soit peut-être plus digeste, en fait, clairement. Parce qu'au bout d'un moment, on décroche, hein, les Falcon, les Maroni, les machins. Alors lui, machin, a fait tel coup à lui, et donc du coup, c'est pour ça qu'il se venge de lui, etc. Et au bout d'un moment, c'est un peu gonflant, parce qu'on aimerait bien qu'il y en ait au moins une ou deux intrigues comme ça, et essayer de le rendre intéressant et intriguant pour le spectateur, et ce serait déjà suffisant. Parce que sinon, il y a matière à faire, il y a matière à faire 3 films, en fait, dans ce film. Donc voilà, c'est ça que j'ai trouvé un peu gonflant. Bon, voilà. Écoutez, on verra bien, hein, le film cartonne au box-office, donc voilà, Warner a de très fortes chances de mettre en chantier un Batman 2, hein, donc écoutez, on verra ça, hein, on verra comment ça... Bon, je serais quand même curieux de voir la suite, mais... Voilà, je suis pas... Faudra voir, hein. C'est vrai qu'à l'époque de Begins, regardez, ou à l'époque de Burton, le premier épisode n'était pas forcément le meilleur, vous voyez. Donc, voilà, je pense que Matt Reeves, il a les ressources pour y arriver. Il a clairement les ressources pour y arriver. Mais, voilà, il va falloir faire, je pense, un scénario plus... Je sais pas. Ou alors faire en sorte que le méchant soit assez charismatique. Regardez Joker, par exemple. Bah, enfin, voilà, dans The Dark Knight de Nolan, ça repose clairement sur Joker, quoi. Et j'ai trouvé d'ailleurs que Double Face était plutôt aussi bien introduit, vous voyez, hein, on parle souvent du Joker dans Dark Knight, mais Double Face aussi est mémorable, hein, je suis désolé. Mais voilà, là, ce Paul Dano, qui est pourtant un très bon acteur, regardez dans Prisoners par exemple, hein, pour n'en citer qu'un, voilà, Paul Dano peut être très bon en fait. Mais là, ouais, c'était à la limite... en fait, il est inquiétant 2 secondes, et puis après, vous avez un petit rictus parce que c'est too much en fait. C'est ça le problème. Je pense qu'il en fait un peu des caisses. C'est dommage parce qu'on sent que vraiment il veut marquer comme un méchant comme Joker, etc. Mais je trouve qu'il en fait des caisses, quoi. Vraiment, et c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'il est bon et il aurait pu avoir un jeu plus intérieur, plus... vous voyez, et là, vraiment, non, c'est un peu trop démonstratif. Bon, voilà. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu des éléments positifs et négatifs du film. Vous pouvez y aller par curiosité, hein. Je viendrai après au verdict hein, pour vous rapprocher avec des films, évidemment. Hein, voilà, si vous avez aimé certains films, vous pourriez aimer ce film-là, mais c'est pas forcément des films Batman, vous verrez, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, on se retrouvera après pour le verdict, mais je vais passer tout de suite au second film du jour. Le deuxième film du jour, c'est évidemment Belfast de Kenneth Branagh. Scénario original pour Kenneth Branagh qui nous raconte, ce Belfast des années 60, avec une guerre civile hein, qui oppose les protestants et les catholiques. Kenneth Branagh nous raconte ses souvenirs un peu, j'imagine, d'enfance, en tout cas ce qu'on a pu lui dire, puisqu'il vient justement de Belfast. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Belfast, il y a notamment Jamie Dornan qui joue le rôle du père également, et le compositeur du film. Hein. Donc voilà, beaucoup d'Irlandais de Belfast hein, qui ont participé au film. Alors, on retrouve un peu... D'emblée, hein, je vous le dis, l'idée, un peu le concept, il y a un peu un concept autour de ce film qui est un peu celui de Roma d'Alfonso Cuarón, c'est-à-dire je raconte mon enfance en noir et blanc, avec mes histoires familiales, avec le contexte politique derrière, voilà. Sauf que dans Roma, eh bien, je trouve que le film était beaucoup trop long et que le contexte politique, en fait, et social arrivait trop tard, en fait. Voilà.
Et ce qui fait que du coup, bah, toute l'histoire familiale n'était pas forcément plus intéressante que ça, en tout cas n'était pas dynamisée par une violence extérieure, vous voyez, voilà, qui allait arriver. Là, ce qui est intéressant, c'est que le film démarre, tac, il y a des attaques, vous voyez un peu la vie, évidemment, voilà, de ces jeunes quartiers modestes, hein, évidemment, de ces familles modestes eh bien, de l'Irlande du Nord, hein, de Belfast, voilà. Et donc, voilà, on vous plante bien le décor, un peu la vie, etc. Et puis d'un seul coup, il y a une attaque, hein, ça commence comme ça, hein, évidemment. Le film commence comme ça, et donc là, on va commencer en fait à nous raconter l'histoire des protestants, des catholiques, etc. et les affrontements. Et puis après, justement, c'est une manière, eh bien, je dirais, hein, de s'attacher un petit peu plus facilement dès le départ, d'emblée, à cette famille qu'on va nous présenter dans un second temps. Alors vous avez notamment au casting Caitriona Balfe, dans le rôle de Ma, enfin de la mère en fait, et Jamie Dornan, donc, qui vient lui aussi de Belfast, hein, et qui est donc célèbre hein, pour son rôle de Christian Grey dans la saga 50 nuances de Grey. Et donc voilà, c'est vrai que pour moi, il était tellement marqué avec ce personnage que, écoutez, en tout cas, en rôle de père de famille, moi je trouvais voilà, que ça matchait plutôt bien. Et surtout le rôle du garçon, hein, Buddy, hein, interprété par Jude Hill, voilà, qui est un jeune acteur de 11 ans qui est en train de, voilà, d'avoir quelques propositions. Alors j'espère que ça va pas l'enfermer dans l'horreur, mais il est dans Mandrake, réalisé d'ailleurs par une Irlandaise aussi, qui va sortir, qui est en production cette année, qui va sortir prochainement. J'espère qu'il va pas justement être après qu'il aura plus de rôle à cause du fait qu'il aura fait un film d'horreur. Mais ça dépend, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le film d'horreur a quand même regagné de l'intérêt. Donc bon, on verra pour lui, mais voilà, je parle de sa carrière parce que ça m'intéresse, parce que c'est vrai que c'est un jeune qui a tellement de l'avenir, parce que c'est un très bon acteur, vous verrez, il est très touchant dans le rôle de ce petit garçon qui essaie justement de conquérir une fille, mais pour cela, en fait, il faut qu'il gagne des places dans la classe pour pouvoir être au bon pupitre, pour pouvoir être à côté de la fille qui lui plaît. C'est adorable, quoi, vous voyez. Donc ça, c'est très très touchant dans le film. Ce futur enfant star, peut-être, hein, voilà, en devenir, en tout cas, là, sur ce film, voilà, était très touchant. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette parenthèse. Alors évidemment, il y a aussi Ciarán Hinds hein, dans le rôle de Pop, hein, il joue le rôle du grand-père, hein, vraiment, il est très touchant aussi. Le grand-père qui apporte en fait le côté un peu, comment dirais-je, feel-good du film. Parce qu'on va pas se mentir, comme vous avez vu certainement la bande-annonce, il y a un côté feel-good à ce drame. Voilà, parce que c'est aussi l'histoire d'une famille originale, voilà, avec un grand-père un peu déjanté, et puis Judi Dench, hein, donc dans le rôle de la grand-mère qui est très aussi touchante, voilà, aimante en fait. Donc il y a quelque chose de très humain, de très beau dans cette chronique familiale, parce que c'est ça en fait, c'est une chronique familiale sur fond de tensions sociales hein, terribles. Évidemment. Donc effectivement, voilà, vont-ils devoir quitter Belfast? En gros, c'est un petit peu ça l'intrigue, hein, en gros. Hein. Il n'y a pas une immense intrigue, mais c'est ça en fait, parce qu'ils sont menacés et ils ont tous leur attache, parce que c'est toute leur histoire, Belfast en fait. Donc c'est beau. Le film commence d'ailleurs, c'est intéressant parce que le film commence avec une image justement en couleur. Et pour nous montrer en fait le Belfast d'aujourd'hui, et d'un seul coup après on revient au noir et blanc, hein, et on nous montre comment, voilà, ce que c'était que Belfast dans les années 60. Voilà. Donc l'image est formidable, vraiment ce noir et blanc est incroyable. Vraiment c'est du niveau de Roma, hein, il n'y a aucun problème sur l'esthétique. Et sur le scénario, c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus touchant, donc moi je suis beaucoup plus sensible. Hein. Je suis obligé de le comparer à Roma si vous voulez, parce que c'est clairement le film à Oscar, qui reprend en fait ce qui avait fait en fait le charme et la force de Roma. Donc c'est pour ça que forcément je suis obligé de voir une espèce d'opportunisme, bon, qui est sincère, bien sûr, mais on voit un peu le côté opportuniste du truc, parce qu'en 2019, il y avait ces 3 Oscars, d'ailleurs 3 Oscars, hein, pour Roma d'Alfonso Cuarón. Donc voilà, donc je suis obligé un petit peu de faire le calque. Bon, cela dit, ça reste une histoire réjouissante, on est sur un film d'1h38 exactement, ce qui enlève voilà, le côté très long de Roma, qui, je sais plus, il faisait 135 minutes, hein, donc voilà, c'était assez long, hein, 2h15, vous imaginez, alors que là, voilà, on arrive, c'est tout à fait digeste. Alors peut-être qu'on en redemande un peu, vous voyez, alors c'est dommage, parfois les films sont trop longs ou donnent l'impression d'être trop longs ou trop courts. Là, c'est vrai que voilà, c'est pile ce qu'il faut, mais voilà, pour faire son petit effet. Après, de là à dire que ce sera un grand film dans les années futures, je ne sais pas, enfin, je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas.
En revanche, ça fait tout à fait le job actuellement en salle, c'est-à-dire que c'est un bon film. Franchement, c'est même voilà, c'est un bon film, un très bon film. C'est vrai qu'on est tellement plus habitué à avoir une sorte de qualité pérenne en fait dans les salles que bah, dès qu'on voit un bon film, ça y est, on crée au chef-d'œuvre. Vous voyez, alors c'est peut-être le côté Oscar poussif un peu qui va faire que, bah oui, évidemment, déjà il y a un Golden Globe pour meilleur scénario, vous le savez, pour Kenneth Branagh, voilà. Écoutez, voilà, en tout cas, ça a le mérite d'être une histoire originale, qui doit, en plus, Kenneth Branagh doit s'être inspiré aussi de ce qu'il a vu dans son enfance à Belfast, donc j'imagine que, voilà, lui, il est né en 60 pile, alors il a dû avoir évidemment comment dirais-je, des souvenirs, voilà, donc des flashs qui lui sont venus en tête pour pouvoir mettre eh bien, en lumière et en image donc cette histoire. Écoutez, voilà, c'est un bon petit film. Donc ouais, non, franchement, je recommande vraiment, j'ai été touché. Alors Colin Morgan aussi, dans le rôle de Billy Clanton, vraiment, il est très bon aussi. Vraiment, tout le casting est à saluer. Ouais, la mère de famille aussi, vraiment, c'est beau de voir cette famille aimante comme ça, qui essaie de s'entraider. Peut-être surtout même à cette époque, voilà, je veux pas voilà, forcément surfer sur les événements actuels, mais on est un petit peu obligé de... Voilà, je trouve que ça fait du bien en tout cas. Ça fait du bien en ces temps difficiles aussi. Vous voyez, le cinéma, c'est aussi fait pour ça. Donc voilà, je trouve que ça tombe à pic. Donc je vais la faire très courte finalement sur ce film, évidemment. Voilà, je pense que Kenneth Branagh a signé un film réussi. Voilà, je ne vais pas crier au chef-d'œuvre, bien entendu, parce que c'est juste un bon film, voilà, bien sûr. Mais c'est déjà pas mal, voilà. C'est vrai que, voilà, je pense qu'il mérite tout à fait un prix aux Oscars parce qu'il y a quand même du travail, parce que c'est honnête, voilà. Déjà parce que la démarche est honnête, sincère, et puis que, voilà, c'est touchant. Et puis, ça manque ces films un peu comme ça, sur des époques passées, avec, vous savez, je sais pas, je vais pas forcément parler de François Truffaut avec les 400 coups, mais vous voyez, dès que c'est des trucs sur l'enfance aussi, avec, voilà, ce côté, parce que vous verrez, c'est ces enfants, ils essaient de faire des petits coups qui sont pas violents, c'est-à-dire aller voler un marchand de chocolat, vous voyez, ou des bonbons, voler des bonbons, etc., dans un noir et blanc, dans des villes, voilà, un peu comment dirais-je, dans des quartiers un peu pauvres en fait, voilà, modestes, ou voilà, donc c'est ça en fait, c'est tout le charme de ces films-là, vous voyez. Donc ça rappelle évidemment, oui, bah voilà, je sais pas pourquoi, voilà, je pense à François Truffaut, vous voyez, par exemple, 400 coups, etc. Mais voilà, c'est des films comme ça, sur l'enfance, ou la guerre des boutons, j'en sais rien, vous voyez, mais c'est des films comme ça qui avaient un certain charme de montrer une enfance en noir et blanc. Je trouve que voilà, c'est pour ça, ça vaut le coup, quoi. Donc vraiment, on passe un bon moment, c'est pas, voilà, en tout cas, ça se voit très très bien en famille, et en plus, ça relève le niveau par rapport à plein de films familiaux, vous voyez, qu'on va voir au cinéma, et qui racontent pas grand-chose, ou qui sont faciles, ou qui sont juste du pur divertissement, mais où il n'y a pas autre chose, et pas plus de profondeur que ça, quoi. Et donc là, Belfast, non, franchement, ça fait du bien. Donc écoutez, voilà, alors j'ai vu aussi que le compositeur de la musique est absolument formidable. Vous allez retenir cette musique, elle est vraiment très très belle. C'est celle de la bande-annonce, si je ne m'abuse. Et bien aussi a été nominé dans la catégorie meilleure musique originale. Et je pense que ce serait tout à fait mérité. Donc vous voyez, à voir. Donc écoutez, voilà, en tout cas, une proposition honnête de cinéma, ça fait plaisir. Donc je vous recommande vivement Belfast de Kenneth Branagh, à voir, bien entendu, au cinéma. Il est temps à présent de passer au verdict, et je commence tout de suite avec The Batman de Matt Reeves, que je recommanderais plutôt à des cinéphiles sensibles au travail de David Fincher, notamment sur Seven, et John McTiernan sur Die Hard 3, Une journée en enfer, en précisant bien entendu que je questionne la pertinence d'intégrer ces éléments à l'univers Batman. Toujours est-il, voilà, que vous pourrez vous faire votre propre avis, donc n'hésitez pas... Voilà, donc pour ce Batman, et je passe évidemment à Belfast, qui, clairement, si vous avez aimé Roma d'Alfonso Cuarón, je pense que vous serez séduit par ce film, en précisant d'ailleurs, mais ça c'est mon avis personnel bien entendu, que voilà, je trouve Belfast supérieur à Roma, donc voilà, écoutez, en tout cas c'est beaucoup plus digeste et intéressant. C'est-à-dire qu'on arrive à voir la cinématographie de Cuarón finalement avec une histoire qui nous intéresse plus en tant que spectateur, nous prend plus la main. Moi, écoutez, je suis séduit par ce dispositif, ce côté un peu feel good, donc voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Donc j'espère que vous pourrez voilà, faire un choix entre les deux films, j'espère vous avoir aidé en fait à faire ce choix.
Voilà, donc c'était tout donc pour The Batman et Belfast pour ce lequel choisir numéro 3. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Et écoutez, j'en profite pour vous dire que la prochaine vidéo devrait s'intéresser en toute logique au palmarès des Oscars 2022. Donc ça y est, après les Césars, les Oscars. Il y aura beaucoup de choses à dire aussi sur les Oscars, donc écoutez, soyez nombreux, soyez au rendez-vous. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!